Au sommaire de ce journal, deuxième édition du Forum national du jeune cacao-culteur à Abidjan. Les jeunes de la filière cacaoyère sont venus nombreux s'outiller dans la transformation locale. Après 30 ans au service de la promotion du chant sacré, la chorale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la paroisse Saint-Luc d'Adjamé était en fête. Et enfin, inauguration de la nouvelle galerie d'art dénommée Pièce unique de la Fondation Bénédicte Janine Kakou Diagou. Bienvenue Madame, Monsieur, à présent le journal sur Business 24 Africa. Ce week-end à Abidjan, le Sofitel Hôtel Ivoire a accueilli la deuxième édition du Forum national du jeune cacao-culteur. Les jeunes de la filière cacaoyère ont effectué nombreux le déplacement pour réfléchir sur le thème « Les jeunes face à l'industrie cacaoyère et mieux comprendre comment devenir des acteurs majeurs dans la transformation locale ». L'initiative est de l'Union interrégionale des coopératives du café cacao de Côte d'Ivoire, Philippe Zabo et Augustin Kra. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a refusé du monde à l'occasion de la deuxième édition du Forum national du jeune cacao-culteur. Fait marquant, les jeunes de Côte d'Ivoire n'ont pas tourné dos à la cacao-culture comme cela est souvent annoncé. En témoigne leur mobilisation exceptionnelle à cette rencontre, véritable plateforme de réflexion sur les enjeux actuels du développement de la filière cacaoyère. En cette année, l'accent a été mis sur la transformation du cacao et les opportunités qu'offre cette industrialisation à la jeunesse de Côte d'Ivoire, vu que le pays est le premier producteur de l'or brun avec près de 1,2 million de tonnes de fèves de cacao produites par an. Aujourd'hui, pour l'État de Côte d'Ivoire, il n'y a plus de doute. L'heure est à la transformation. Une conviction expliquée à cette rencontre par l'initiateur, l'Union interrégionale des coopératives du café cacao de Côte d'Ivoire et par le ministre en charge de la jeunesse. Nous sommes le premier pays producteur mondial de cacao et le secteur du cacao offre aujourd'hui une opportunité pour la jeunesse de notre pays. La Côte d'Ivoire ambitionne dans quelques années de transformer au moins 50% de sa production nationale. Donc que des jeunes décident d'organiser un forum pour réfléchir sur l'industrialisation dans le domaine du cacao, cette initiative ne peut être qu'accompagnée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et je suis venu là au nom du Premier ministre Patrick Hachi, au nom de mes collègues ministre d'État, ministre de l'Agriculture et la ministre de la Femme, et à mon nom personnel, leur dit que nous serons à leur côté et nous allons voir dans la mesure du possible comment les accompagner. Il faut dire que c'est pour accompagner la vision du président de la République qui est de transformer 50% de la production nationale de la Côte d'Ivoire, et la position de la jeunesse va permettre à l'État, va nous permettre de pouvoir atteindre les objectifs de l'État. Plusieurs panels ont meublé cette deuxième édition du Forum national du jeune cacao-culteur. Ce fut une occasion de montrer aux jeunes les opportunités qu'offre la transformation du cacao. Autre temps fort, les stands d'exposition des acteurs de la filière cacaoyère avec la promotion de produits semi-finis et finis issus du cacao. Les visites des stands ont permis aux visiteurs et aux jeunes de se faire une idée du savoir-faire local en matière de transformation de la fève et saisir les bonnes affaires que le jeune peut se faire. Nous sommes venus participer à ce forum parce qu'à la base, on sait tous que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Et il y a des personnes qui se sont dit pourquoi ne pas transformer le cacao sur place. Et cette vision-là a donné naissance à certaines structures telles que la nôtre, ivoirienne de chocolaterie. Miss Thierry Sanata, je suis la directrice de la coopérative SAHS, qui est une coopérative basée à Daloa qui fait essentiellement de la collecte et la vente de cacao. Donc depuis mars de cette année, on a décidé de faire de la transformation. Donc on a pris une petite partie de notre transformation pour faire du chocolat. Nous avons des produits à base de cacao. On fait la pâte à tartiner, on fait les gâteaux au chocolat, aux éclats d'anacate. Donc c'est un mélange que nous faisons aussi également avec le cacao. Donc nous sommes ici pour faire découvrir nos produits et pour que les acteurs économiques, en tout cas, nous viennent en aide. Cette deuxième édition du Forum national du jeune cacao-culteur est à l'initiative de l'Union interrégionale des coopératives du café cacao de Côte d'Ivoire. Son promoteur, Alassane Diakité, compte ouvrir un institut international de formation au métier du cacao. Une page de renforcement de capacité. Dans le cadre de ces activités de formation, le cabinet VAS International Consulting a entrepris sur 2 jours un séminaire de formation à l'endroit des décideurs non financiers. Thème de ce séminaire, Finances pour décideurs non financiers.
L'objectif était de donner une notion de base sur la question de finances en entreprise. Cette activité de VAS Consulting est à sa 6e édition. C'est dans un cadre convivial et fraternel que plusieurs chefs d'entreprise ont été formés sur les questions de finances d'une société. Ils ont appris 2 jours durant les notions générales et les outils nécessaires pour la bonne santé des finances de leur entreprise. Finances pour décideurs non financiers était le thème de ce séminaire initié par le cabinet VAS Consulting. C'était un séminaire qui était très bienvenu parce que le thème portait sur la finance pour les décideurs non financiers, c'est-à-dire les dirigeants qui sont au quotidien dans la gestion mais sans être des spécialistes de ces questions de finance et de comptabilité. On a pu avoir beaucoup d'outils. On peut faire faillite en fait parce qu'on ne comprend pas forcément ce que nous avons dans nos résultats financiers. Donc ça a été vraiment 2 jours de pleine formation accélérée. Au sortir de ces 2 jours, nous allons pouvoir être plus aptes à mieux échanger, à mieux discuter avec nos collaborateurs, à savoir la comptabilité et la direction administrative et financière. Les séminaristes ont de façon pratique pu comprendre les termes comme le budget, la trésorerie, la lecture d'un bilan financier, l'élaboration d'un budget, les techniques de contrôle financier. Nous sommes à quelle édition ? Oui, nous sommes à la 6e édition de ce séminaire « Finances pour décideurs non financiers ». Comme vous le savez, la finance est une problématique majeure au niveau de la gestion de nos entreprises. Une entreprise, la gestion se mesure au travers de la performance financière. Ok? Donc il est important pour nos dirigeants qui n'ont pas une base financière de comprendre les enjeux financiers de leur entreprise. Il faut qu'ils comprennent. Ils peuvent avoir un cabinet, ils peuvent avoir un directeur financier. Eux, ils ont la vision. Alors il leur revient de comprendre les problématiques. Et pendant ces 2 jours, nous leur donnons nos outils. Nous leur donnons les éléments pour une meilleure compréhension des concepts financiers, afin qu'ils soient à l'aise. Ça, c'est les dirigeants. Mais lorsque je parle de dirigeants d'entreprise, je parle de dirigeants qui sont dans tous les secteurs d'activité. Je parle des dirigeants d'entreprise. Je parle des membres de comité de direction. Je parle des administrateurs. Vous savez que les administrateurs dans les entreprises, c'est le conseil d'administration qui arrête les états financiers. Il faut donc qu'ils comprennent les états financiers. Je parle des pharmaciens qui ont une entité qu'ils gèrent. Il faut qu'ils comprennent les états financiers. Je parle des responsables de cliniques médicales. Il faut qu'ils comprennent les états financiers. Donc c'est toutes ces personnes qui gèrent des centres de profit, qui prennent des décisions et qui doivent comprendre les enjeux de leurs décisions sur l'équilibre financier de leur entreprise. Des diplômes de participation ont été attribués à chaque participant à la fin de la formation. Le cabinet VAS International Consulting, c'est plus d'une 15aine d'années au contact des réalités du monde des entreprises, a façonné ses dirigeants avec son expérience et son savoir-faire dans les domaines du conseil juridique, fiscal et en investissement aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase pilote du projet Soja dans les régions du Bafing et du Kabadougou, la direction de l'évolution des projets du ministère de l'Agriculture a initié une mission du 7 au 9 septembre 2021 sur le terrain. Objectif, suivre et évaluer l'état d'exécution des activités d'entretien des cultures sur les sites aménagés. Ce projet, initié par l'État ivoirien en 1989, a connu un passage à vide à cause de la crise de 2002. 7 ans après, il est relancé par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, Théodore Kanga. Avec 542 hectares réalisés contre un objectif de 450, la relance du projet Soja dans les régions du Bafing et du Kabadougou connaît un véritable engouement dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce week-end, une mission d'experts du ministère de l'Agriculture, conduite par Siloué Sion-Seligam, s'est rendue sur le terrain pour évaluer les travaux. Plusieurs parcelles à cet effet ont été visitées. D'Odjene à Touba en passant par Koro, les cultivateurs étaient visiblement heureux du retour du projet Soja.
Pour cause, le projet Soja, lancé dans les années 89, faisait la fierté et le bonheur des populations de ces deux régions. Ce retour du projet Soja suscite beaucoup de joie et d'espoir chez les paysans. Cependant, ils évoquent quelques difficultés. On lance un appel au président de la République, puisqu'il a relancé le projet. Nous sommes tous contents qu'il a relancé. Mais il y a des choses qui nous manquent, comme les moissonneuses battées, les matériels agricoles qui nous manquent. Donc vraiment, on lance un appel pour qu'il vienne en aide pour nous chercher des moissonneuses. Quelqu'un qui a 10 hectares ne peut pas récolter à la main. Il faut une moissonneuse pour récolter. Et les premiers semés sont les premiers à être récoltés. Mais si ça ne se fait pas dans ce cadre, nous n'avons pas assez la main d'œuvre pour pouvoir récolter et le soja verse. À la longue, quand on dit un hectare fait 3 tonnes, on ne trouve pas, on trouve qu'une tonne parce que tout est versé. L'ancien projet n'avait pas bénéficié d'usine. On avait trop de difficultés pour évacuer nos productions. Et le chef de l'État qui a promis et qui est en train de faire, on voit sur le terrain. Alors nous demandons au chef de l'État la construction d'une usine tout bas au Djéné pour que les bénéficiaires puissent évacuer leurs produits. Au terme de la visite des sites, le chef de la mission d'évaluation s'est dit satisfait et a rassuré les paysans du soutien de l'État à tous les niveaux. Nous avons été prévus dans cette relance-là, appuyer les producteurs à l'acquisition de tout ce matériel agricole et à installer une unité de transformation du soja ici à Touba. L'objectif principal de ce projet est de développer une économie rurale rentable et surtout créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Avec l'implantation d'une usine de transformation du soja dans le Bafing, les populations du Nord-Ouest pourraient connaître un boom économique. Chanter, c'est prier 2 fois. Et c'est cette mission que s'est assignée la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la paroisse Saint-Luc des 220 logements d'Adjamé. Après 30 ans au service de la promotion du chant sacré, cette chorale s'est donné les moyens de célébrer dans la joie son jubilé de perles. Pierre Tebeu et Richard Akeke. Paroisse Saint-Luc Banabakintou des 220 logements d'Adjamé. La chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus célèbre ses 30 ans d'existence. Louange et adoration pour dire merci au Seigneur. Le jubilé de perles de la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus est une reconnaissance des membres à Dieu pour leur avoir permis d'atteindre un âge de maturité. Pour le chef de chœur et la présidente de la chorale, le bilan des 30 années au service de l'Église catholique et du chant sacré demeure positif. Et en 90, nous avons été baptisés par Monseigneur émérite Marie-Daniel Dadier. Aujourd'hui, 30 ans, c'est comme je le disais, un sentiment de joie. Il y a eu des difficultés, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Nous avons une sainte patronne qui est Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Sa vie était humilité. Donc nous prenons beaucoup l'humilité. Voilà. Nous devons faire extraordinairement bien les choses ordinaires. Et c'est ce qu'on appelle la voie de la petite enfance. 30 ans depuis l'année dernière à cause de la Covid et plein d'autres choses, nous avons reporté. Donc c'est cette année que nous fêtons nos 30 ans. En décembre, nous aurons 31 ans. La chorale a une fondation Sainte-Thérèse. Nous faisons des dons ici et là. Très prochainement, nous souhaitons faire un album. La chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus des 220 logements d'Adjamé compte des hommes et des femmes engagés. La distinction de certains choristes matérialisés par cette remise de diplôme salue à juste titre leur effort mené en faveur de la survie de la chorale. Moi je suis de la chorale depuis 22 ans s'il vous plaît et je suis vraiment honorée de ce jour. Je suis contente de voir ce jour. Je vais remercier les membres actifs de la chorale, surtout le maître de chœur, le chef de chœur, Pierre-Fabrice Ardon. Depuis 1989, cette chorale d'enfants devenus adultes, à travers l'exécution des chants sacrés, aide les fidèles catholiques à prier.
Une mission saluée par le curé et bien d'autres fidèles de la paroisse Saint-Luc Banabakintu des 220 logements d'Adjamé. Nous ne pouvons que les accompagner, les encourager, puisque chanter, c'est aussi mettre sa vie au service de Dieu. C'est un don, mettre sa voix au service de Dieu. Et pour nous, c'est une joie. Nous ne pouvons que leur dire merci. Nous considérons la chorale et le service de l'autel comme chemin d'ascension vers le ciel. Moi, je leur dis merci, je leur dis bravo, je leur dis félicitations. Les festivités du trentenaire de la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus ont été marquées par une messe d'action de grâce et un concert dédié à la promotion du chant choral. Une page culturelle à présent. La Fondation Bénédicte Janine Kakou Diagou a inauguré sa nouvelle galerie d'art dénommée Pièces uniques dans la commune de Cocody. Cet événement a été couplé d'une exposition de 9 artistes ivoiriens et africains appelés les 9 valeurs certaines. Occasion pour les Ivoiriens amoureux de la chose culturelle d'apprécier le talent de ces artistes et repartir avec une pièce singulière. Ils sont des anonymes ou des personnes connues du grand public, artistes pour certains, hommes de culture pour d'autres, ou encore visiteurs pour la plupart. Ils sont tous venus être témoins de l'inauguration de la pièce unique, la nouvelle galerie d'art de la Fondation Bénédicte Janine Kakou Diagou, et voyager à travers les tableaux exposés par les 9 valeurs certaines que sont Mathilde Moreau, Adjaratou, Armand Bois, Watton, Amakan, Obou, Amès, Alberto et David Josué. Alors ils sont très beaux, vraiment c'est prolifique, c'est intéressant, ça donne envie de revenir. Oui. C'est une exposition magnifique avec 9 artistes significatifs qui ont tous les 9 des styles différents. Et je suis impressionné par ce beau tableau. Et on découvre en tout cas de très très belles choses. Je dis félicitations vraiment à tous les artistes ici qui ont exposé, parce que chacun a son style et ces différents styles sont captivants. La pièce unique est un espace dédié à l'art et à la culture. Il sert également de lieu pour les rendez-vous d'affaires culturelles et artistiques et de rencontres entre artistes, collectionneurs, mécènes, personnalités et professionnels du monde des arts et de la culture. Une façon pour la Fondation Bénédicte Janine Diagou de contribuer à la promotion et à l'essor de l'art en Côte d'Ivoire. Donc il était important d'avoir un partenaire dans ce domaine. Et c'est Jacob Bleu que la fondatrice, Madame Diagou, a choisi pour, avec nous, vraiment choisir cet espace, une galerie, pour permettre à ces jeunes talents de se révéler, de se faire connaître. Dans le droit de la population, il faut visiter les espaces dédiés à l'art et à la culture. Ceux qui peuvent acheter, il faut qu'ils achètent, voilà, parce qu'il y a des artistes qui montent aujourd'hui. Nous avons des artistes qui ont commencé à des œuvres, à des prix qui étaient souvent très bas, aujourd'hui qui coûtent des millions. Donc c'est aussi une sorte d'investissement qu'il ne faut pas oublier. Créée en 2018 de la volonté de Bénédicte Janine Kakou Diagou, la fondation a un but non lucratif et soutient l'art, la culture et l'entrepreneuriat. Elle aide au développement de nouvelles énergies créatives, de talents productifs, afin de contribuer à l'avènement d'une Côte d'Ivoire et d'une Afrique ambitieuse et solidaire. C'était un reportage signé Walter Kofi et Richard Akeke. Rendons-nous à Soko, localité située à 3 km de Bondoukou et à 4 km de la frontière du Ghana. Les habitants du quartier Koulambéni ont procédé à l'intronisation de leur nouveau chef. Désormais, c'est Dagbolo Atamichel qui va diriger les filles et fils du quartier Koulambéni. Il a été intronisé en présence de tous les chefs Koulongo du district du Zanzan. Notre reporter Anissé Kouadio nous fait le point.
Nous sommes à Soko, à 4 km de la frontière du Ghana et à 3 km de Bondoukou. Soko, c'est 7 grands quartiers que sont Sietumba, Sungala, Petit Noumousso, Grand Noumousso, Bambarasso, Bembeni et enfin Koulambeni. Le grand quartier Koulambeni, les fils et les filles ont décidé de se mettre ensemble afin d'introniser leur chef en la personne de Dagbolo Atta Michel, intronisé sous le regard de Dagbolo Saï Ier, chef suprême des Koulongo et de l'ensemble des chefs de la région du Gontougo. C'est un bonheur pour la famille et la mutuelle qui ont décidé d'être aux côtés du chef afin de l'aider à réussir sa mission. Nous, les cadres de Soko, nous allons nous unir pour accompagner ce chef de quartier de Koulambeni pour qu'il puisse réussir sa mission. Un grand plaisir pour nous, les fils et filles de Koulambeni. Nous allons aider notre chef à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir être un grand chef. On attend beaucoup de lui pour la cohésion des fils de Koulambeni d'abord et la cohésion des fils de Soko. Le chef a paradé dans les rues du village de Soko, porté en triomphe par l'ensemble des fils du quartier Koulambeni qui ont exprimé leur joie. Parrain de cette cérémonie, Onzoumana Ouattara, fils de la localité, a remis une moto au chef afin de faciliter ses déplacements. Quand tu es chef, tu es le père de tout le monde. Tu es comme un bouclier. C'est une tâche vraiment difficile. Et quand une personne accepte de les assumer, il faut vraiment l'encourager et l'accompagner. Et également remis la somme de 3 500 000 francs aux 7 grandes associations de femmes des 7 grands quartiers de Soko afin de leur permettre de créer des activités génératrices de revenus pour le bonheur de leur famille. Je comprends les réalités de nos mamans et je vois les difficultés auxquelles elles font face. Les populations attendent énormément du nouveau chef Koulambeni de Soko et espèrent trouver un homme rassembleur pour le développement et le futur radieux du quartier Koulambeni et partant tout le village de Soko. Après Bondoukou, rendons-nous à Landiougou, localité située au nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bondiali, dans la région de l'Abagoué. Les populations de ce village, estimées à près de 4000, rêvent d'une seule chose, voir Landiougou érigé en sous-préfecture. Et pour forcer la main de l'administration centrale, les populations ont construit des infrastructures socio-éducatives et sanitaires et même une sous-préfecture ainsi que la résidence du sous-préfet. Reportage. C'est ce qu'on pourrait appeler de foi agissante. Le gros village de Landiougou, dans le département de Bondiali, veut devenir une sous-préfecture et les 4000 habitants s'en donnent les moyens. Ici, les populations n'attendent pas l'administration, elles améliorent le cadre de vie. Grâce à une solidarité parfaite, elles ont réalisé sur fonds propres plusieurs infrastructures socio-éducatives et sanitaires. Et pour ainsi dire forcer la main à l'administration centrale, à leur donner la déconcentration, elles ont même construit les locaux de la future sous-préfecture ainsi que la résidence du sous-préfet. Qui dit mieux ? Pourrait-on s'interroger? Ici, l'on affirme à l'envi que Landiougou a des écoles primaires, un collège, une pharmacie, une boulangerie, un marché et n'attend plus qu'à être érigé en sous-préfecture. Nous venons donc du collège moderne de Landiougou qui a été entièrement réalisé par nos populations, nos braves populations. Et le conseil régional est en train de réaliser 4 salles de classe, en plus des 9 salles déjà réalisées par nos populations et les bureaux. Nous venons donc de la sous-préfecture, la résidence du sous-préfet et l'administration sont entièrement et totalement financées par le village et c'est totalement terminé, ces réalisations telles que vous venez de le voir. Nous sollicitons là justement un sous-préfet. Nous avons voulu déjà réaliser les infrastructures avant dans l'attente d'avoir le sous-préfet. À la question de savoir quel est le secret des populations, la réponse est la solidarité, ainsi que l'ANACAD. On y trouve également les plus grands éleveurs de bovins, de porcs et de volailles. Ce village du canton Pongala pourrait devenir la sous-préfecture de Landiougou et intégrer les villages de Tiasso, Lafi et Bato. Restons toujours à Landiougou et intéressons-nous aux journées socio-culturelles et sportives de l'association des élèves et étudiants de Pongala. À cette occasion, en pays Sénoufo, les balafonistes restent les maîtres de la culture. Ouattara Daouda et Nadia Eounoud.
Les élèves et étudiants du canton Pongola se sont donné rendez-vous dans le village de Landiougou pour la célébration de la fête annuelle de l'association AEP. Ils sont venus de Tiasso, de Lafi, de Gbalo et de tous les campements de ce gros village pour prendre part aux festivités. À côté des balafónistes, les populations étaient également parfaites, en symbiose avec l'artiste Balo de Pourou qui les a gratifiés d'un beau spectacle. Ces journées socioculturelles et sportives étaient parrainées par Siama Bomba, président du conseil régional de la Bagoué. Elles ont également été l'occasion de parler développement, cohésion sociale et surtout insertion socio-professionnelle des jeunes. Les projets de développement de Landiougou, il faut qu'on se mette ensemble pour les élaborer. Il faut qu'on se mette ensemble pour les réaliser. Siama Bomba, président du conseil régional de la Bagoué, s'est adressé aux 10 chefs de village présents Lancé-Noufo, les exhortant toujours à l'union et à la solidarité avant d'appeler les jeunes porteurs de projets à fréquenter les locaux du conseil régional afin de bénéficier de prêts. Aujourd'hui, la première des initiatives, nous on va vous accompagner financièrement. À côté de ça, nous avons même notre fonds de garantie qui est logé dans les COPEC. Pour 60 millions. Aujourd'hui, nous avons pu financer 830 projets pour 303 500 000. C'est dans cette ambiance conviviale que la fête a pris fin au grand bonheur de tous. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à Business 24 Africa, votre chaîne panafricaine d'information économique.